La conférence de presse tenue par le président de la République par intérim au palais d'Ambotsrouach ce jour a duré près de 2 heures. Une conférence au cours de laquelle il a tenu des propos pour défendre l'ancien chef d'État face à la situation actuelle du pays. Les permis de conduire et les cartes grises biométriques à Madagascar vont être refaits et pour cause, ils ne sont pas conformes aux normes internationales. Toutefois, le renouvellement de ces pièces ne sera pas payant, selon un responsable au niveau du ministère de l'Intérieur ce jour. D'autre part, de nombreux points de cette affaire nécessiteraient encore des explications supplémentaires. Les secours s'organisent en Indonésie, certaines régions n'ont pas encore reçu d'aide. Le bilan continue de s'alourdir, plus de 1400 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la conférence de presse tenue par le président de la République par intérim au palais d'Ambotsrouach ce jour a duré près de 2 heures. Une conférence au cours de laquelle il a tenu des propos pour défendre l'ancien chef d'État face à la situation actuelle du pays. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andjanslav. De nombreux points ont été abordés au cours de la conférence de presse tenue par le président de la République par intérim et quelques responsables au sein de l'État au palais d'Ambotsrouach. Une conférence de presse qui a duré près de 2 heures et a porté principalement sur le processus électoral, l'insécurité, la collaboration entre ce chef d'État par intérim et le Premier ministre, la situation de Mourdave, l'autorité de régulation et l'affaire AMDP portant sur l'accord entre l'État malgache et un consortium chinois pour permettre à 330 bateaux de pêche d'œuvrer dans les frontières maritimes du pays ont également été abordés au cours de cette rencontre avec les journalistes. Il est normal d'émettre des craintes par rapport à ces bateaux qui vont œuvrer dans les frontières maritimes du pays alors que nous devons gérer nos ressources. Par rapport à cela, l'État a fait un effort considérable en matière de relations internationales pour obtenir de l'aide pour maîtriser et protéger nos ressources halieutiques, puisqu'avec ou sans ces bateaux, force est de constater qu'il existe de nombreux cas d'exploitation illégale de nos ressources halieutiques. Ainsi, les dirigeants reconnaissent l'existence d'une exploitation illicite dans les frontières maritimes du pays. Alors pourquoi ne pas avoir pris des mesures pour mettre un terme à cela au cours de ces 4 dernières années? D'autre part, où sont les gardes-côtes fournis par les Américains pour protéger les côtes de Madagascar? Jusqu'à ce jour, aucun bateau chinois ni autre procédant à des exploitations illicites des produits halieutiques de la Grande Île n'a été arrêté. Outre cela, les craintes par rapport à la venue de 330 bateaux de pêche chinois persistent, une situation qui serait dévastatrice pour l'environnement et pour la sécurité alimentaire de la population, puisque chacun de ces navires utilisera au minimum un filet de 15 km, ce qui amène à se demander les avantages que Madagascar pourrait obtenir d'un tel accord. Et sur le plan diplomatique, il n'y a pas que le peuple malgache qui attend impatiemment la tenue de l'élection présidentielle. C'est également le cas pour les ambassadeurs œuvrant au pays. À l'instar de l'ambassadeur d'Allemagne, ce dernier a déclaré au cours de la célébration de la fête nationale allemande ce jour qu'il faut une élection transparente et acceptée par tous. Reportage de Miandra Djianev. Quelques jours avant le début de la campagne électorale, l'ambassadeur d'Allemagne a fait part de son opinion sur cette descente aux urnes ce jour, déclarant que cette élection présidentielle est importante et fortement attendue. D'abord de soutenir les élections, de soutenir aussi les Nations Unies à travers le fonds SACEM. L'Allemagne aussi soutient du point de vue bilatéral. On apprécie vraiment, on est très heureux que les élections vont avoir lieu. C'est un processus démocratique qui est nécessaire, je pense, pour Madagascar aussi,
même avant la réconciliation, parce qu'il faut donner la voix aux gens, à la population, à chacun. Et c'est la meilleure chose de s'exprimer à travers les élections. Toutefois, cet ambassadeur a tenu à souligner l'importance d'une élection totalement transparente. Et on espère bien que les élections seront transparentes, crédibles et démocratiques, et que le meilleur gagne, et que ceux qui perdent accepteront le résultat. Et on fait aussi tout pour soutenir la CENI dans leur approche d'assurer les élections crédibles. Ça, je pense, c'est un défi pour tous à Madagascar, mais je pense qu'on peut le faire. La Commission électorale nationale indépendante et diverses branches de la société civile ont déjà déclaré être prêtes à surveiller étroitement le déroulement de cette élection, face aux diverses craintes portant sur la liste électorale et les bureaux de vote. L'ambassadeur d'Allemagne a également déclaré que cette ambassade allait prêter main forte à la CENI pour la surveillance de cette élection. Outre cela, la 28e année de la journée de l'unité allemande, qui est classée comme fête nationale allemande, a été célébrée aujourd'hui. Et le Conseil de discipline budgétaire et financière a été mis en place officiellement ce jour. De nombreuses lois portant sur la gestion des finances publiques ont été publiées et se sont succédées au fil des années à Madagascar, à l'instar de celles de 1960, de 1990 et de 1998. Et pourtant, ces textes n'ont pas empêché les détournements de deniers publics, raison pour laquelle cette entité a été établie. L'objectif est de procéder à un suivi étroit de la gestion des finances publiques et de sanctionner les infractions notées. Et toutefois, tout le monde ne peut déposer une plainte auprès du CDBF. Seule une poignée de personnes, à l'exemple des chefs d'institutions, des chefs de région ou des maires, qui peuvent dénoncer des anomalies auprès de cette entité. Mais également dans l'actualité de ce jour, les permis de conduire et les cartes grises biométriques à Madagascar vont être refaits et pour cause, ils ne sont pas conformes aux normes internationales. Et toutefois, le renouvellement de ces pièces ne sera pas payant selon un responsable au niveau du ministère de l'Intérieur ce jour. Reportage de Feizo Rafal. Cela fait un moment que la population attend des explications concernant les problèmes des permis de conduire et des cartes grises dites biométriques, des problèmes qui ont déjà été dénoncés par les journalistes de Cool TV FM dans le journal de Cool TV et l'émission à la ligne au cours du mois de septembre dernier. Aujourd'hui, plusieurs mois après la sortie de ces pièces, des responsables au niveau du ministère de l'Intérieur s'est exprimé sur ce point, faisant part d'une explication officielle au cours d'une conférence de presse tenue au bureau du Fartagne à Ambouida. L'entreprise qui a fait ces pièces a reconnu qu'elle a échoué à produire des pièces ayant des caractéristiques biométriques puisqu'ils ne permettent pas d'accéder aux informations nécessaires sur leurs propriétaires. Ces cartes biométriques devraient permettre de connaître toutes les informations nécessaires à l'exemple du type de permis du propriétaire pour les permis de conduire ou de la date de la dernière visite technique effectuée pour la carte grise. Ainsi, les permis de conduire et les cartes grises vont être renouvelés pour bénéficier de toutes les caractéristiques d'une pièce biométrique. Toutefois, aucun frais supplémentaire ne sera soutiré à ceux qui sont déjà passés au mode biométrique il y a quelques mois. Les anciennes cartes qui étaient censées être biométriques vont devoir être renouvelées et cela se fera à titre gratuit. Un nouveau système a été mis en place pour cela. Si au début il a été dit que le contrat avec la société CETIS prendrait fin en 2020, un responsable au niveau du ministère de l'Intérieur a déclaré que cet accord s'est achevé au mois de septembre dernier, mais n'a pas été rompu. Et pourtant, d'après le résultat des enquêtes effectuées, c'est le contrat conclu avec l'entreprise CETIS qui a pris fin, tandis que le contrat pour le permis biométrique a été rompu, puisque les permis obtenus n'étaient pas conformes aux normes internationales. D'après les normes, les pièces biométriques devraient permettre d'obtenir les informations concernant l'identité de son propriétaire et son domicile. Au cours de cette conférence de presse, de nombreuses questions sont restées sans réponse, à l'instar du montant total du budget utilisé et perçu au cours de ces 3 dernières années, et d'autre part,
Aucun représentant du centre d'immatriculation n'a assisté à cette conférence. Il en est de même pour le ministre de l'Intérieur. Ces derniers sont pourtant de l'émission de ces pièces. Pour l'instant, le nom de l'entreprise qui va reprendre le marché de la société Cetis reste encore inconnu. Cependant, un appel d'offres a déjà été publié d'après les explications. La date limite d'utilisation des anciens permis et cartes grises biométriques n'a également pas encore été déterminée par l'État. Outre cela, aucun détail du contrat conclu entre l'État et l'entreprise Cetis n'a été rendu public. Selon les explications des responsables, aucun rapport ne peut encore être publié concernant le nombre de personnes qui doivent renouveler une seconde fois leur carte grise et leur permis biométrique. Ces chiffres ne pourront être obtenus qu'après la réalisation d'un audit sur cette affaire et sur les possibles corruptions qui ont été perpétrées. Et on va passer aux actualités internationales après la diffusion des informations sur Cool TV concernant le remblai effectué sur la zone de recasement à Ankourjang. Les habitants des environs se sont opposés aux travaux. Ils ont ainsi tenu une manifestation dans la nuit du 2 octobre. Reportage. La perturbation causée par les travaux en pleine nuit, la peur d'une inondation, quand viendra la saison des pluies, ce sont les principales raisons qui ont poussé les habitants des environs de la zone de recasement d'Ankourjang à organiser une manifestation pour s'opposer au remblai. D'après les explications, aucune consultation préalable des responsables du Phuc-Thanh concerné n'a été faite avant le début des travaux. Normalement, ces travaux de remblai devraient encore être interdits. Pourquoi les responsables ne sont pas passés au Phuc-Thanh d'Ankourjang Ouest avant le début des travaux? Comme ils ne l'ont pas fait, c'est nous qui venons vers eux. Les ouvriers ont déclaré qu'il n'y a actuellement aucun responsable présent sur place. Pour rappel, le ministère de l'Aménagement du Territoire a suspendu toute délivrance de permis de remblai et tous travaux de remblai au sein de la commune urbaine d'Antananarivo, une décision que les responsables de ces travaux n'ont pas à respecter. Un fait qui amène les habitants des environs à se poser certaines questions. Je ne sais pas pourquoi ils se permettent de faire ce remblai alors que cela devrait être interdit. D'autre part, le tapage nocturne de 20h à 5h du matin gêne réellement. Pourquoi faire ces travaux en pleine nuit? D'après leurs explications, c'est parce que les camions utilisés sont de grande taille et ne peuvent pas circuler en plein jour. Mais est-ce la vraie raison ou n'ont-ils tout simplement pas d'autorisation? Sur une partie de ce terrain, les eaux sont déjà en train de monter alors que ce n'est même pas encore la saison des pluies. Que se passera-t-il alors lorsqu'il va se mettre à pleuvoir? Ces habitants exigent que les travaux soient interrompus et les canaux libérés afin de permettre l'évacuation des eaux pour éviter une inondation dans le secteur d'Antanmin et de ses environs. Hier, dans la nuit, les habitants des alentours de cette zone de recasement ont tenu une manifestation pour réclamer l'arrêt des travaux. Selon les explications, ils ont déjà envoyé une lettre à la commune pour signaler la situation et en attendent la réponse et les mesures face à cette situation. En général, si le remblai a été autorisé, voici les points qui doivent être affichés pour être portés à la connaissance de tous. Prescription d'urbanisme, avis technique de l'APIPA, autorisation, permis de remblai provenant de la commune. Il faut notamment l'aval de l'APIPA qui est responsable de la partie technique, assurant l'écoulement des eaux pour éviter tout risque d'inondation. Toute violation de la loi relative au remblai est passible d'une poursuite judiciaire et d'après les lois en vigueur au sein du pays, cette infraction est passible d'une amende dont la valeur s'élève à 2 fois le coût des travaux de remblai. D'autre part, le code pénal relatif aux contraventions et aux peines, renforcé par les termes du livre de la loi numéro 2015-052, dispose que les personnes responsables du remblai doivent procéder à un déblayage en plus de l'amende et de l'ouverture d'un procès. Pour rappel, ce terrain 6 d'Ankourjang a été classé comme zone de recasement, ce qui signifie qu'il s'agit d'une surface non cessible, non remblayable et non constructible. L'application de la loi en vigueur et le résultat des enquêtes effectuées par le Bureau indépendant anticorruption sont fortement attendus.
Et place maintenant aux actualités internationales. Les secours s'organisent en Indonésie. Certaines régions n'ont pas encore reçu d'aide. Le bilan continue de s'alourdir. Plus de 1400 morts. Reportage de France 24. Palu a été renommée par ses habitants la ville de la mort, car il n'est pas rare encore aujourd'hui, 5 jours après le tremblement de terre et le tsunami, de sentir l'odeur des cadavres. Il y a encore des corps à même le sol dans certaines ruelles isolées ou sur la plage, et les habitants, ils sont dans le désarroi le plus total. Ils errent parfois comme des zombies à la recherche de vivres, où ils tentent de récupérer au milieu des gravats ce qu'ils peuvent. Certains ont tellement faim qu'ils n'hésitent pas à risquer leur vie pour aller chercher un peu de nourriture, un peu d'eau dans ce centre commercial complètement dévasté derrière moi, prêt à s'effondrer. L'armée a été largement déployée dans la ville pour la sécurité, mais surtout pour prêter secours, pour prêter main forte aux équipes de secours, des sauveteurs qui se retrouvent à déblayer les débris, à tenter de chercher des survivants à main nue, tant il manque de matériel. Et bien sûr, il y a ces habitants avec ces pancartes. Nous avons faim, il manque cruellement d'eau potable, il y a une pénurie d'électricité qui rend la ville extrêmement anxiogène. En pleine nuit, ils sont plongés dans l'obscurité totale et doivent faire face à des répliques. Nous avons ressenti 2 répliques dans la nuit et au petit matin. Ce matin, nous avons pu parler à un responsable d'une ONG indonésienne qui nous a dit ne jamais avoir vu une catastrophe humanitaire d'une telle ampleur, tant l'organisation est chaotique. Et au Brésil, le candidat de l'extrême droite s'envole dans les sondages 4 jours de la présidentielle. 147 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et parmi eux, les favelas, les oubliés de la campagne. Reportage. Dans la favela de la Cité de Dieu, Quack Anderson est reconnu à chaque coin de rue. À 40 ans, l'enfant du quartier, militant et fondateur d'une association de favelas, est candidat du Parti socialiste au Congrès national. Ce jour-là, il inaugure son QG de campagne au cœur du quartier. Ma première décision sera de transférer 10% du budget pour nos territoires. C'est sûr que ça va déranger, mais on va envoyer un message clair qu'on va lutter pour gagner du pouvoir. Parmi ces propositions, l'assainissement des eaux, des écoles publiques à plein temps, des mesures jusque-là oubliées par une classe politique qui n'a souvent jamais mis les pieds dans une favela. Cela me donnera un espace et un temps de parole au Congrès, à la tribune, un pouvoir de décision dans les commissions. Cela permettra d'introduire la favela dans les débats nationaux, elle qui est toujours mise à l'écart. Comme lui, en cette année électorale, plus de 40 candidats locaux et nationaux sont des favelados. Une première, alors que ces quartiers représentent plus de 18 millions de citoyens et potentiels électeurs. Le Congrès national, c'est la maison du peuple. Donc il n'y a rien de plus juste que d'y voir une pluralité. Et cette pluralité, il la représente. Une idée impulsée par le French Favela. Soutien Frente Favela Brasil. Un mouvement national dont l'objectif est de promouvoir des femmes et des hommes originaires des favelas dans les partis progressistes et les former à devenir de bons représentants, comme Thaïs Ferreira. Je suis la représentation vivante du Brésil. Je suis mère, je suis noire, je suis une femme et je suis de la classe la plus pauvre du pays. S'il devait y avoir une personne commune au Congrès, ce serait moi. Ce soir-là, dans un quartier populaire de Rio, elle lance sa toute première campagne de députée locale. Fidèle à son mentor, Marielle Franco, conseillère municipale noire et originaire d'une favela, tuée il y a 6 mois. La majorité de la population est noire et pauvre, et tout le monde le sait. Et qui essaye de trouver une solution ? Personne. Pourquoi ? Parce que 1% décide pour 99%. Le French Favela espère que ces élections 2018 changeront enfin la donne. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. La conférence de presse tenue par le président de la République par intérim au palais d'Amboutruich à ce jour a duré près de 2 heures. Une conférence au cours de laquelle il a tenu des propos pour défendre l'ancien chef d'État face à la situation actuelle du pays. Et les permis de conduire et les cartes grises biométriques à Madagascar vont être refaits et pour cause, ils ne sont pas conformes aux normes internationales. Et toutefois, le renouvellement de ces pièces ne sera pas payant selon un responsable au niveau du ministère de l'Intérieur. Et les secours s'organisent en Indonésie. Certaines régions n'ont pas encore reçu d'aide. Le bilan continue de s'alourdir, plus de 1400 morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.